On commence par la première question qui a été posée par les réseaux sociaux. On vous écoute. À court terme, l'euro va-t-il continuer à baisser face au dollar ? Qui veut... Moi, je peux répondre à cette question. La réponse, ça dépend de ce qu'on appelle à court terme. C'est-à-dire que dans les 3 semaines, un mois, l'euro va continuer à baisser par rapport au dollar. Néanmoins, il y a 2 éléments qui jouent sur le taux de change euro-dollar. Le premier élément, c'est que la balance des paiements courants de la zone euro est excédentaire alors que celle des États-Unis est déficitaire. Et le deuxième élément, c'est que la stratégie de reconquête industrielle des États-Unis repose sur un dollar faible. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle à la surface de la planète une guerre des autodevises. C'est-à-dire une guerre des devises des pays producteurs d'automobiles, parce que c'est la structuration de l'industrie mondiale en ce moment qui se fait autour de l'automobile. Et donc, les industries automobiles américaines, qui sont en plus dans le bon lobbying du côté d'Obama, réclament une baisse du dollar. Alors, ils ont fait monter l'yen. On nous dit que la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne ont pris des effets publics et des effets privés colossaux dans leur bilan et que leur bilan a explosé. C'est vrai. Mais la Banque centrale du monde qui a le ratio bilan sur PIB le plus important, c'est la Banque centrale du Japon. Pourquoi ? Parce que ces malheureux Japonais passent leur temps à acheter leur propre monnaie, à acheter des dollars sur le marché d'échange pour essayer de faire baisser leur monnaie. Et le yen monte. Chaque Premier ministre, et c'est un emploi à durée déterminée, Premier ministre au Japon, ça ne dure pas très longtemps. Chaque Premier ministre qui arrive dit « Avec moi, on reviendra à $1 égale 120 yens. » Bon, il quitte, il est à 95. Bon, avec moi, $1 égale 100 yens. Il quitte, il est à 75. Bon, ben $1. Donc, bon. Et donc, grosso modo, il y a une appréciation durable des autodevises par rapport au dollar. Et donc, pour répondre à la question, dans un mois, l'euro va baisser. Mais je pense qu'à moyen terme, les Américains ont un objectif et feront en sorte que le dollar baisse par rapport à l'euro et au yen. Une remarque, il y a quand même sur les cours de change une prime de risque de nature politique. Pour l'instant, la prime de risque de nature politique, elle est en défaveur de l'euro puisque les marchés ne croient pas à la soutenabilité de la construction européenne, en tout cas à très court terme. Donc il y a quand même effectivement une force de soutien du dollar par rapport à l'euro. La deuxième réflexion que je me fais, c'est on raisonne, et la question le montre bien, on raisonne de façon linéaire, on se dit l'euro va-t-il glisser, se déprécier par rapport au dollar ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas introduire dans nos schémas de pensée l'idée chère à ma voisine de droite de processus de poisson, de processus à saut, de véritable jump qui ferait que ce n'est pas oui, bien sûr, ce n'est pas une baisse en quelque sorte contrôlée, linéaire et tout à fait gentille, mais ce serait plutôt une explosion de la volatilité, voire une disparition pure et simple assez rapide. On a le droit de poser ce type de questions. Oui. Modestement, vivant entre les deux pays, à moyen terme, je vois le dollar remonter. Les États-Unis sont un seul pays, un gouvernement fédéral, une possibilité d'action. Et à moyen terme, en tout cas personnellement, mes petites économies, je les convertis de l'euro en dollars quand j'en ai. Et moi, je le vois distribué selon une loi log normale de volatilité 10%. Donc il peut monter, il peut baisser. Il y a une chance sur deux pour qu'il monte, une chance sur deux. C'est entre nous, comme ça, qu'on évalue les options. Une question. Micro, s'il vous plaît, jeune homme. Alors, je tiens tout d'abord à remercier nos éminents intervenants pour la qualité de leur intervention. Une modeste question. En fait, quand je regarde là, quel scénario de sortie et si on voit un peu l'actualité et les gouvernements, on a l'impression que la seule solution de sortie qu'ils proposent, c'est les plans d'austérité. Alors, ma question est simple. Est-ce que vous pensez que les plans d'austérité déjà appliqués ou programmés sont une solution appropriée ou sont opportuns compte tenu de la situation économique aujourd'hui? Si je peux me permettre de développer un peu pour donner un sens à ma question. En fait, j'ai perdu un peu ma voix parce qu'après 3 heures de cours, c'est un peu difficile. Vous avez parlé de Keynes et ça m'a fait penser à un article publié il y a 2 semaines par Paul Krugman au New York Times qui disait, enfin le titre de l'article c'était Keynes was right. Keynes avait raison.
Il reprenait une citation de Keynes de 1937 en disant, Keynes disait que un plan d'austérité doit être appliqué non pas dans une période de récession, mais dans une période de croissance économique. L'idée, c'est de dire qu'un gouvernement qui coupe ses dépenses dans une période de récession économique, eh bien, il ne fait qu'aggraver les choses. Krugman s'appuie sur des exemples récents et anciens pour appuyer donc cette idée, notamment dans des pays européens comme la Grèce, qui, sous la pression, a appliqué des plans d'austérité. Alors, partant de là, on est peut-être en droit de se poser des questions. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les analystes ne se trompent pas de priorité en se focalisant sur la réduction des déficits, en en faisant presque une obsession, plutôt que de se focaliser sur l'emploi et la réduction du chômage. Alors je finis juste par une référence à l'actualité hier. Alors les défenseurs des plans d'austérité diront qu'il faudra d'abord rétablir la confiance du marché. Hier, il s'est passé quelque chose d'assez particulier et d'assez intéressant. La France a emprunté près de 9 milliards d'euros avec des taux d'intérêt à la baisse. Alors l'objectif qui est de rassurer le marché, finalement, on se demande, c'est finalement, si les taux sont à la baisse, les marchés ne sont pas si inquiets que ça. Et ma question, comment interpréter cette réaction du marché? Est-ce que finalement, ce n'est pas une invitation à la France d'emprunter plus, finalement? Voilà, je vous remercie. Oui, non, je peux répondre. D'abord, Keynes, le pauvre, on lui fait dire tout et son contraire. Et donc, bon, non, je veux pas. Bon, la citation de Keynes, elle est tronquée. Et Keynes a fait un texte très intéressant, d'ailleurs, où il expliquait, d'ailleurs, ce qui a été repris ensuite par Rogoff et tous les travaux sur les conséquences de l'endettement sur la croissance économique. Keynes expliquait qu'au-delà de 50% de taux d'endettement, il écrit à une époque où l'endettement des États-Unis, rapporté au PIB, est environ 30%. Et donc il écrit en 1937, au moment où il y a un débat, parce que Morgenthau veut arrêter la politique de relance. Roosevelt a été réélu en 1936. Bon. Et donc ce texte qui est assez célèbre, auquel fait allusion Krugman, en plus Keynes demande à être reçu par Roosevelt, et Roosevelt demande à Morgenthau, mais qui c'est ce Keynes? Et Morgenthau dit, mais si, on l'a déjà reçu en 1932. Et alors Roosevelt dit, ah oui, c'est cet anglais prétentieux et incompréhensible, plus jamais ça. Bon. Et donc, alors est-ce qu'il avait raison ou pas, l'anglais prétentieux et incompréhensible, j'en sais rien. La seule chose qui est qu'il écrivait à une époque où effectivement les taux d'endettement étaient beaucoup moins élevés, et que sur la dette publique à l'heure actuelle, et ça c'est ce que je disais dans mon propos, et je pense qu'effectivement on est arrivé à un moment de crise de la politique budgétaire, parce que c'est ce que montrent donc les travaux de Rogoff, c'est ce qu'a montré l'INSEE dans le rapport Cotis-Champsor sur la France, c'est ce que montre l'étude de l'OCDE sur les plans d'austérité. Au-delà d'un taux d'endettement de 80%, la politique budgétaire se retourne, et même un endettement supplémentaire a des effets ricardiens, si vous voulez. Bon, donc je veux dire, en théorie économique, vous avez les effets ricardiens, les effets keynésiens, les effets Laffer. Ça dépend du seuil d'endettement. Donc tous les pays à l'heure actuelle sont en effet ricardiens. Bon. Alors à partir de là, est-ce qu'il faut mener ou pas des politiques d'austérité? J'ai dit que non, qu'il ne fallait pas faire de la déflation. Et on en est tous d'accord, le pire chose qui puisse arriver, c'est de la déflation. Donc la politique d'austérité, là aussi, il y a des études. Je veux dire, l'OCDE, ça fait 20 ans qu'ils sortent des études sur toutes les politiques de redressement des comptes publics. Ce qu'on regarde, ça marche dans deux conditions. La première, c'est quand on baisse les dépenses. Parce qu'à un certain seuil d'endettement, ce qui est efficace, c'est de baisser les impôts pour maintenir la croissance et de baisser les dépenses pour assainir les comptes publics. Donc les politiques d'austérité sont en train d'échouer en Europe parce qu'elles sont fondées sur des augmentations systématiques d'impôts. Qui plus est, des conditions d'augmentation d'impôts qui sont totalement inefficaces puisque vous avez, dans certains pays, passage au travail au noir, etc. Donc les politiques d'austérité doivent être... La troisième chose, sur les politiques d'austérité qui doivent être menées, c'est que ces politiques d'austérité n'ont de sens que si elles sont lissées dans le temps. C'est-à-dire que la Suède a rétabli ses comptes publics à partir d'un raisonnement de cycle économique et elle a lissé ses comptes publics sur un cycle. Le Canada, de la même façon. Bon. Donc, grosso modo, en France, quand vous regardez les travaux, vous avez 90 milliards de déficit structurel. La politique d'austérité, elle doit porter sur 20 milliards par an de baisse des dépenses publiques. Bon. Dernier élément, est-ce que systématiquement, les politiques d'austérité contraignent, quoi qu'il arrive, la croissance économique? Donc ça, c'est l'arbitrage effet keynésien, effet ricardien. Krugman et Stiglitz sont à fond pour le fait qu'il faut continuer les politiques de relance. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, dans le débat académique aux États-Unis,
Ils sont totalement isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun économiste académique, alors après, qui sont impliqués d'ailleurs dans le débat, parce que la différence qu'il y a entre la France aussi et les États-Unis, c'est que les académiques sont beaucoup plus impliqués dans le débat politique. Krugman et Stiglitz sont isolés. Et pourquoi ils sont isolés? Parce que de toute façon, le propos de Krugman, c'est de tenir des propos dont il sait qu'ils ne seront pas appliqués. Donc, je dirais, on est là de nouveau dans l'économie spectacle. Bon. Donc pour conclure, je pense qu'il faudra quand même faire des plans d'austérité parce que Keynes écrivait en 1937 avec un endettement qui était 3 fois moins important que le taux d'endettement actuel. Sur les taux Didier. Oui, je voudrais juste dire un mot sur l'adjudication dont vous avez parlé du Trésor français qui a emprunté un taux d'intérêt légèrement plus bas. Je crois qu'encore plus important, c'est l'adjudication du Trésor allemand la semaine passée, dont on a peut-être passé sous silence le fait qu'ils avaient emprunté un taux d'intérêt négatif à 6 mois. Ça veut dire qu'en fait, le Trésor allemand a émis des bons du Trésor à 6 mois. Et en fait, un taux d'intérêt négatif, les investisseurs qui ont acheté ces bons, mettons 100, ne seront remboursés que moins que 100. Pas 99 plus, parce que ça fait 0,1% sur 6 mois. Enfin, en tout cas, ont placé leur capital et recevront moins que leur capital. Alors, on peut s'interroger, parce que pour moi, c'est un signal extrêmement important de 2 choses. Le premier signal, c'est une défiance assez forte vis-à-vis du système bancaire. Parce que quand vous êtes un investisseur, vous avez le choix entre acheter des obligations d'État, enfin des titres d'État, des bons du Trésor allemand à 6 mois avec un capital qui diminue, c'est quand même assez surprenant, ou bien tout simplement placer votre argent auprès d'une banque en achetant des certificats de dépôt qui vous rapportent quelque chose, mais même si vous ne rapportent rien, au moins vous protégez votre capital nominal. Donc ça veut dire qu'il y a une défiance très forte vis-à-vis du système bancaire, puisqu'on préfère prêter au Trésor allemand avec un taux d'intérêt négatif plutôt que de placer son argent dans une banque avec un taux d'intérêt positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je pense que c'est aussi un signal du risque ou d'une tension sur le risque d'éclatement de la zone euro en sous-euros régionaux. C'est que finalement, on préfère détenir de l'euro émis par le Trésor allemand plutôt que de l'euro détenu par le Trésor émis par le Trésor italien, espagnol, français. Et donc ça aussi, ça me paraît quelque chose d'important. C'est qu'en fait, c'est aussi le signal d'un risque, enfin d'une tension en tout cas, sur un risque d'éclatement de l'euro en euros régionaux. Et ça, c'est le deuxième point qui me paraît très important. Donc je crois que l'emprunt à taux d'intérêt négatif est probablement une donnée plus importante que la baisse hier des taux d'intérêt du Trésor français. Question Internet. Oui, peut-être simple. Oui, non. Préciser simplement, effectivement, la notion d'austérité. Je crois que tout le débat est là. Que mesure-t-on et que dit-on quand on parle d'austérité? S'agit-il de la part des dépenses publiques au sein du revenu national d'ensemble? S'agit-il de la part de la fonction publique dans l'ensemble de la population active? Ça, donc il faut très rigoureusement définir ce qu'est l'austérité. S'agit-il aussi d'un déficit public, d'une part de déficit public dans l'ensemble des comptes de la nation? Et puis, deuxième question, austérité, relative à l'austérité, quel est le rythme que l'on entend imposer à cette austérité? S'agit-il d'un choc ou s'agit-il d'éléments progressifs? Jean-Marc rappelait tout à fait opportunément qu'il y avait 2 pays qui avaient réussi, entre autres, à redresser leurs comptes, c'est la Suède et effectivement le Canada, mais de mémoire, ils ont mis un certain nombre d'années. Je crois que pour le Canada, c'est 18 ans, ce qui veut dire que l'austérité, le retour à l'austérité ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut beaucoup de temps, il faut des politiques d'encadrement, par exemple, de réorientation de la fonction publique dans des secteurs particulièrement productifs. Et en une seconde, pour compléter ce que vient de dire Didier et revenir à la question précédente, hausse ou baisse de l'euro, c'est conditionnellement à la survie de l'euro. S'il n'y a plus d'euro, la position de l'euro par rapport au dollar, et la situation est résolue de facto. Et l'émission allemande qu'a mentionné Didier est un élément extrêmement négatif dans ce sens-là. Il y a un pari des investisseurs sur une probabilité non nulle d'éclatement de l'euro. La vente à découvert semble s'opposer à l'objectif premier des marchés financiers qui consiste à financer les entreprises pour améliorer leur croissance. Sa nécessité n'est plus approuvée pour optimiser le risque des portefeuilles et des fonds, mais de manière générale, pensez-vous qu'elle soit positive pour la situation économique actuelle? Peut-on espérer se diriger progressivement vers la suppression généralisée de la vente à découvert? Ok, alors je dirais... oui et non. A priori, autorisation continue de vendre à découvert si on est dans des marchés qui fonctionnent pleinement. Ceci étant, qu'à des instants donnés, les ventes à découvert soient interdites sur des sous-jacents cruciaux me paraît absolument admissible.
Donc autant je pense que les marchés doivent fonctionner librement, autant je pense que le marché du CO2, par exemple, a démontré qu'une importance trop grande des régulateurs est dommageable, autant je pense qu'à cet instant donné, les chefs de gouvernement, les régulateurs doivent sauver les économies nationales ou européennes et par conséquent autoriser l'interdiction des ventes à découvert. Question. Allez-y, jeune homme. Bonjour. Alors, déjà, vous avez très bien, effectivement, on voit le sujet de crise en crise, Cassina ressorti. Donc, on voit que vous avez brillamment expliqué la crise et aussi proposé quelques solutions, par exemple, avec la taxe de 4% immédiate proposée par Madame Gément. Mais moi, j'ai plus de questions sur l'avenir que vous envisagez sur la zone euro. Monsieur Marteau a parlé de diviser la zone euro en deux, avec 2 sous-régions de l'euro. Est-ce que vous pensez que ça va arriver vraiment? Comment, dans ces cas-là, évaluer la monnaie de la zone euro du Sud par rapport au Nord? Si la Grèce sort de l'euro, comment réévaluer sa monnaie? Enfin, quelles sont vos visions sur l'avenir qui nous attend? Même si, évidemment, ce ne sont que vos visions personnelles. Sur la mort de la zone euro, 2 mots. Premier élément, sur l'appréciation des marchés, de ça, il y a aussi l'appréciation de la population. C'est-à-dire que si vous regardez la situation, le bilan de la Banque centrale, en 2007, il y avait pour 630 milliards d'euros de billets. Là, il y en a pour 900 milliards d'euros de billets en circulation. Et ces billets sont... Et dans l'opération Draghi, qui a consisté à réinjecter donc pas loin de 800 milliards au total d'augmentation de bilan, dans cette opération, donc il y en a pour 80 milliards d'euros qui a été fait sous forme de billets. La population se met en billets. Donc c'est le cas de la Grèce. La Grèce vit totalement en billets. Pourquoi? Parce que, et on en revient à votre question, si la zone euro éclate, les gens auront intérêt à avoir des billets parce que si l'euro subsiste, on peut considérer qu'avoir des billets, on pourra au moins les échanger contre des marques. Donc on aura intérêt à les billets, à les garder, parce qu'on aura intérêt à avoir ces euros qui seront des marques plutôt que les avoir sous forme de francs. Donc les comptes en banque seront en francs alors que les billets seront en marques. Donc les gens se précipitent vers les billets. Bon, concrètement, est-ce que la zone euro va exploser et quelles sont les faiblesses de la zone euro? Bon, moi je ne pense pas qu'elle va exploser. Alors quelles sont les faiblesses? Je pense qu'il y a 2 faiblesses constitutives. Alors on vous dit il n'y a pas de budget européen. Tout ça. Non. Alors, et vous avez un premier problème qui est un vrai problème, qui est effectivement par rapport à la notion de zone monétaire optimale, qui a beaucoup évolué depuis Mondel. Mais par rapport à la zone monétaire optimale, vous avez le fait que normalement, sur toute zone, vous devez avoir taux d'intérêt égal taux de croissance. Et donc, grosso modo, le taux de croissance, alors on en revient un peu à votre question, au taux d'intérêt auquel le Trésor français a acheté hier, on est toujours en déflation, hein, parce que le taux de croissance potentiel de l'économie française, c'est 1%. Le taux d'inflation, d'après l'INSEE, c'est 1,4%. Donc, le taux d'intérêt optimal, c'est 2,5% en ce moment en France. Tout taux d'intérêt qui est supérieur est un taux déflationniste qui traduit une défiance des marchés. Donc, contrairement à ce que vous pensez, il y a défiance des marchés. Donc le problème, ce n'est pas un taux en soi, c'est un taux par rapport à l'objectif moyen de taux selon la règle de Ramsey, en supposant qu'il y a neutralité du temps dans la règle de Ramsey. Bon. Mais si je reviens au problème constitutif de la zone euro, c'est que vous avez des zones qui devraient avoir des taux de croissance, des taux de croissance potentiels élevés, avec, comme ils ont des taux de croissance potentiels élevés, une inflation potentielle élevée. Concrètement, on nous dit les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Mais ils ont fait de la croissance. Il y avait de la croissance en Grèce avant 2007. La croissance a tourné à 5% en moyenne entre 2000 et 2007. Donc vous avez 5% de croissance, vous avez 3% d'inflation, donc vous avez un taux d'intérêt en tension qui devrait être de 8% en Grèce. Et la Grèce avait 4,5% de taux d'intérêt. Donc elle avait un problème d'inflation. Donc je pense qu'un des problèmes constitutifs de la zone euro, c'est la mauvaise appréciation, les mauvais outils d'appréciation de la réalité économique des pays, et comme conséquence, la mauvaise rédaction du pacte de stabilité et de croissance. C'est-à-dire que vous aviez une règle de politique économique qui est le pacte de stabilité et de croissance, et ce pacte de stabilité et de croissance, il souffrait de 2 erreurs. Il n'était pas lié au cycle. Donc, vous aviez des situations où le taux de déficit public était trop important par rapport à les 3%, trop important par rapport à la situation, et des cas où les 3% n'étaient pas assez importants par rapport à la situation. Et deuxièmement, il n'était pas assez géographisé.
Donc vous avez eu des propositions de réforme, que ce soit au moment de Prodi, au moment de la présidence française et tout ça. La réforme de 2004-2005 n'a pas intégré ces réformes, et donc je pense que la faiblesse constitutive, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Deuxième élément sur la faiblesse, qui est un élément purement politique. C'est ce que je raconte partout. Vous avez 2 pays en ce moment dont la population active baisse en zone euro. C'est l'Allemagne et la Grèce. L'Allemagne parce qu'il n'y a plus d'Allemands, la population active diminue parce que la population vieillit. La Grèce parce que les gens s'en vont. Et ils s'en vont où? Ils s'en vont en Australie. C'est-à-dire que si on était européen, les gens quitteraient un pays européen pour aller dans un pays européen. Grosso modo, dans les fonds structurels européens, la Grèce a été un des grands bénéficiaires des fonds structurels européens, notamment pour restructurer son système éducatif. Nous avons contribué, en tant que contribuables européens, à améliorer le mode de fonctionnement du système éducatif grec. Et qui va en bénéficier? C'est l'Australie. Ben, je trouve que là, on est arrivé à une certaine forme de bêtise, qui est une bêtise de type politique. Là, bon, on dépasse le cadre strictement économique, mais une forme de bêtise politique. Et donc, la vraie question, mais c'est pas un problème de la zone euro, c'est un problème de qu'est-ce que être européen. Et donc là, bon, et pour conclure, à la réponse, je conclurai à la Attali. Il y a une chance sur 2 pour que l'euro meure dans les 10 minutes. Puisque dans 10 minutes, on verra. S'il est toujours là, j'avais dit 1 sur 2. S'il n'est plus là, j'avais dit 1 sur 2. Une question Internet. Le projet français de loi de taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin, n'est-il qu'un effet d'annonce électorale ou est-il vraiment envisageable et raisonnable d'appliquer une telle taxe sur le seul territoire français? Ouais, moi, je veux bien dire un mot sur la taxe Tobin. BAN. D'abord, je pense qu'en effet, c'est totalement inapplicable si ce n'est pas fait sur un périmètre international, mais ça, c'est assez banal. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis assez opposé à cette taxe pour 2 raisons. D'abord, une raison de principe. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, par définition, par nature, une transaction financière devrait être soumise à une taxe plus qu'une opération commerciale. Pourquoi est-ce que, si je règle en payant de l'argent et non pas à la limite, est-ce que le troc devrait être aussi soumis à taxe? Je ne comprends pas. La deuxième raison, c'est qu'on aura beaucoup de mal à distinguer les opérations propres et les opérations pas propres, c'est-à-dire celles soumises à la taxe, qui seraient les opérations morales, propres, et celles qui ne seront pas, c'est-à-dire les fameuses opérations dites de spéculation. Et comme, à mon avis, on ne pourra jamais établir la frontière entre spéculation et couverture, tout le monde, finalement, sera soumis à cette taxe, et en conséquence, elle ne sera absolument pas discriminante, et donc elle ne remplira absolument pas son objectif. Donc, je pense que plutôt qu'une taxe Tobin, il faudrait une taxe Pigou, ce qui est complètement différent. Une taxe Pigou, c'est une taxe pour en fait taxer ceux qui sont à l'origine d'externalités négatives, c'est-à-dire en fait qui produisent dans leur activité des coûts collectifs qu'ils ne supportent pas. Chacun connaît l'exemple évidemment de la pollution et de la fameuse taxe carbone. Quand c'est un industriel, vous produisez des externalités négatives sous la forme de pollution, c'est pas vous qui en fait supportez les coûts collectifs, c'est à vous en fait. Enfin, il faut internaliser ces coûts en faisant supporter une taxe. Et donc moi, ma proposition, c'est plutôt de mettre en place une taxe Pigou sur ceux qui sont à l'origine d'externalités négatives dans le monde de la finance. Et moi, j'en connais certains, je ne sais pas ce qu'en pense mon ami Eliette, mais sur le marché des matières premières agricoles, vous avez ce qu'on appelle des fonds long only, c'est-à-dire des gens qui prennent des positions sur les matières premières, des contrats à terme. Il y en a même aux États-Unis qui achètent ou qui louent des silos et qui, en fait, quand c'est pas trop périssable, mettent des matières premières, s'assoient dessus et attendent concrètement que le prix monte parce qu'ils savent très bien que la demande tendanciellement va monter et pour revendre. Ces gens-là, en effet, ils ont un rôle, ils exercent une pression à la hausse des prix et ils ne seraient pas là. Le prix d'équilibre serait par définition plus bas. Donc je pense assez normal de taxer ceux qui contribuent, parce que si tout le monde se fiche de savoir que BNP Paribas passe de 30 à 60 euros, on ne se fiche pas du fait que le prix du blé passe de 100 euros tonne où il était il n'y a pas si longtemps à plus de 300 euros tonne où il est allé il y a quelques temps. Et donc là, parce que vous avez un coût qui est l'accès, enfin les difficultés d'accès à l'alimentation par une partie de la population. Donc moi je pense qu'il faudrait mettre en place une taxe Pigou et non pas une taxe Tobin. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec mon ami Didier. J'ai l'honneur d'être depuis quelques mois conseiller
auprès de la Commission européenne, a priori sur des problèmes techniques, identifier précisément les montants d'activités de spéculation. Et comme l'a très bien dit Didier, ce qui est extrêmement mauvais sur les marchés des matières premières, c'est les long only qui ne font que consommer de la liquidité. Et donc, plutôt que de proposer des modèles à volatilité compliquée, j'essaie précisément d'attirer l'attention des régulateurs au niveau européen sur ces consommateurs de liquidités sur les marchés premières, qu'elles soient agricoles, mais aussi que ce soit les métaux qui sont très importants pour la vie quotidienne. Et Tax PU, je suis absolument d'accord. Et on ne s'était pas parlé sur ce sujet, en tout cas. Thank you very much for the conference so far. I've got a question regarding one aspect you mentioned a couple of times. It's investment banks, and you said their role is critical in the crisis. And in connection with that the individuals working in investment banks are technically very well educated, but they probably lack the understanding of economics and moral philosophy. Then when we think about where those people come from, they probably come from very good schools like these, like the ECP Europe. So one question one could ask is the curriculum the ECP Europe has got right? Because from my personal experience, thoughts like today are seldomly taught in classroom, and most of the electives are going into technically how to actually calculate options and not what's the moral behind it. And what do you think about this aspect? Okay, I may answer, if you will. I think that both activities do need to take place, that we need to teach our students that even though they are in finance, they need to behave like proper human beings. I believe that in this school we have many departments where various aspects of a single problem are taught. And indeed, les grandes écoles do create people who work in investment banking. They will continue to do so, but I think that it's possible to be an investment banker and not be super greedy. Maybe that concept of greed, this concept of the free option granted to the trader, which was very well described by Didier and which is also well discussed by my friend Nassim Taleb, needs to disappear. We need to reconsider in the framework of corporate finance or any kind of setting, we need to reconsider the way traders are rewarded. They can't go to plus infinity like the option written on an underlying, which is going to be the risk they are going to be taking in the name of the bank. So some of us, even though we are involved in technicalities, never forget to mention our students that they should behave like proper human beings. Non, moi j'ai une proposition très simple qui est que les variations de la valorisation au prix de modèle niveau 3, c'est-à-dire des choses absolument invérifiables et incontrôlables, n'entrent pas dans le résultat de la banque et donc dans l'assiette de rémunération des traders. C'est tellement évident. Je veux dire, c'est ce que disait Eliette tout à l'heure, vous achetez un CDO 100, vous dites tiens, ça vaut 300. C'est le commissaire aux comptes qui sort de Subdeco Poitiers qui va vous dire oui, oui, c'est juste, et il a 22 ans, et vous dit oui, oui, c'est bon. Donc en fait, vous valorisez 300, vous gagnez 200, sur les 200, vous avez votre bonus, puis un jour on vous dit ça vaut 0, mais c'est pas vous qui paierez en fait. Bon, et donc ça, je pense que c'est une décision très simple à mettre en place, qui est d'interdire en fait que les variations des prix de modèle affectent le résultat, et donc soit dans l'assiette de rémunération des opérateurs de marché. Vous les mettez en disclosure, dans les annexes, si vous voulez dire aux analystes, tiens, si je vendais ou si j'évaluais moi-même, je pense que ça vaudrait 300 ce que je viens d'acheter 100, vous pouvez toujours le dire. The most efficient and greedy traders are educated, as you mentioned, in engineer schools like École Centrale or École Polytechnique. And there is a significant lack of economic culture in those schools, with some exceptions like my friend Jean-Marc Daniel. But he's only an exception in that
terrible landscape where culture, history, everything is forgotten. That is why in our institution, as you know, we have technical lectures and also some cultural and historical education. Thank you. Une question Internet. Qu'est-ce qui se passerait si la France décidait de ne pas rembourser sa dette? Qui serait appauvri? Ne serait-ce pas un moyen de repartir à zéro? Oh my God. Vraiment à zéro, oui. On repart à zéro, là, oui. Moins quelque chose. Alors, le tout, c'est de savoir. Il y a deux conséquences parce que il y a déjà eu des gens qui ont fait banqueroute dans le passé. Hein, ça s'appelait une banqueroute. On annonce, on convoque les gens, puis on dit écoutez, voilà, c'est fini pour vous, on n'en parle plus. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Et bon, concrètement, qu'est-ce qui se passerait là? D'abord, il faut savoir qu'il y a un tiers de la dette qui est détenue par des Français. Et la plupart de ces Français la détiennent sous forme de contrat d'assurance vie. Donc il y a tout un tas de gens qui verraient leur épargne totalement nettoyée par le fait que les contrats d'assurance vie disparaîtraient. Le 2 tiers restants sont détenus par des opérateurs étrangers, d'ailleurs qui sont essentiellement des fonds de pension. Ce mécanisme un peu étrange dans lequel on est fait que la France a du mal à payer les retraites de ses agents, mais paie les retraites en particulier des employés de Californie. Le fonds de pension des retraites de Californie est des principaux détenteurs de dette publique française. Bon, ruiner les retraités californiens, ça ferait rire tout le monde. Sauf que le lendemain, il faut se retrouver sur les marchés. Alors, vous avez sur Internet un truc qui circule qui explique que en fait, tout le problème, c'est la loi de 73. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc, on vous explique qu'en 73, Pompidou, qui arrivait de chez Rothschild, donc on se fait sentir qu'il y a plus ou moins derrière un complot, et c'est toujours les mêmes. Hein. Et donc, et que ce complot nous a empêché de monétiser la dette. D'ailleurs, autrefois, avant, on téléphonait à la Banque de France et on disait, écoutez, voilà, vous inscrivez l'argent et on pouvait faire autant de déficit, et que le véritable déficit, c'est les intérêts. C'est-à-dire la dette ne se conduit pas à donner des intérêts, c'est parce qu'on verse des intérêts qu'il y a de la dette. Bon. Alors ce raisonnement est assez étrange. Au départ, quand même, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, au départ, on a quand même versé des intérêts parce qu'on s'était endetté. Mais si on annule tout, là, à l'heure actuelle, on peut toujours dire, mais comme de toute façon, on ne reviendra pas vers les marchés, on ne prend aucun risque. Mais on ne sait jamais, on peut être obligé de revenir vers les marchés. Et puis, l'environnement économique général, tous les gens qui ont perdu de l'argent vont, eux, être menacés. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais eux, ils ont perdu de l'argent sur la dette publique française, donc on va leur demander à eux aussi des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, vous avez un effet de domino dans lequel, effectivement, la conséquence la plus immédiate, c'est une augmentation des taux d'intérêt sur... Alors, dernier élément... Pourquoi la dernière fois qu'on a fait de l'annulation de dette publique, c'était en 1797. Les gens qui ont fait ça se sont dit on ne peut faire de l'annulation de dette publique qu'effectivement si on ne revient pas devant les marchés. Et pourquoi ils étaient convaincus qu'on ne reviendrait pas devant les marchés? Parce qu'en 1797, Bonaparte, on est juste après le traité de Campo Formio, donc le mec il fait dans la Gloria, il dit vous avez vu tout ce que j'ai mis aux Autrichiens, aux Italiens, il a envoyé un paquet de fric au directoire. Et le directoire dit oh là là, on a trouvé un bon moyen, on va rançonner toute l'Europe. Ça a duré jusqu'en 1815. Bon. Et puis en 1815, il faut voir à quel taux d'intérêt on empruntait. C'est-à-dire que la banqueroute de 1797, elle s'est traduite en point de taux d'intérêt en 1815 à 2 ou 3 points au-dessus de ce que obtenaient les autres sur les marchés. Et donc, même si on n'y va pas immédiatement devant les marchés, il y a une mémoire qui a trahi, trahira. Alors, dernier élément sur tous ces aspects historiques, le premier pays qui a fait vraiment banqueroute, là, qui n'a pas remboursé sa dette de façon claire, nette, assumée, c'était Charles Quint. Charles Quint, il avait juré sur la Bible qu'il rembourserait les emprunts. Alors les créanciers sont allés le voir en lui disant, écoutez, vous aviez juré sur la Bible. Et il dit, à l'âge que j'ai maintenant, je vais aller régler l'affaire directement avec le saint patron. Question. Bonjour. J'aurais voulu revenir sur l'aspect plutôt microéconomique de la crise, comme M. Marteau avait commencé à l'évoquer tout à l'heure.
non pas que les débats macroéconomiques depuis tout à l'heure ne soient pas passionnants, mais j'aurais voulu juste... vous avez dit 2-3 choses intéressantes, notamment sur la capture du régulateur. Et je m'interrogeais sur quelques scénarios de sortie de crise qui ont été mis en avant ces derniers mois. Je pense notamment au rapport Vickers sur la séparation de banques de dépôt, banques d'investissement, ou au ratio de liquidité de Bâle 3, qui, je suppose, avait été très bien accueilli, mais qui, finalement, quand on va y regarder de plus près, ne serait-ce que sur ces 2 exemples de réformes, on voit bien qu'en fait, c'est quand même assez souple. Le ratio de liquidité vient d'être revu par le comité de Bâle, et puis même le rapport Vickers, en fait, recommande plutôt un principe de ring fencing qu'une vraie séparation à la Glass-Steagall Act. Et j'aurais simplement voulu avoir votre opinion sur, par exemple, ces 2 exemples, et savoir si vous les accueillez dans la forme tels qu'ils ont été présentés, ou si justement le fait qu'ils aient été déjà assouplis ne serait que la cause d'une capture du régulateur. Enfin, mon propos en fait n'est pas tellement adapté à la question de la sortie de la crise. C'est plutôt en fait une réflexion sur les origines de la crise et en fait sur les conditions qui permettent qu'une crise de même nature ne se renouvelle pas. Et comme je l'ai dit, et d'ailleurs de nouveau vous reprenez le G20 de Pittsburgh, ce sont les recommandations, il y en a à peu près 7. Il y a encadrer les comportements d'aléa moral sur les marchés financiers, ce qui veut dire aussi réduire l'asymétrie d'information dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui a été évoquée. Il y a renforcer la transparence sur les marchés de gré à gré et en particulier sur les marchés de CDS. Alors là, typiquement, je prends cette question et je pense qu'Eliette partagera la même opinion. C'est assez gentil de dire il faut qu'on s'aperçoive assez régulièrement des pertes et gains lorsque vous achetez ou vous vendez un CDS, sauf que ça signifie que vous êtes capable de faire un appel de marge, donc de valoriser le CDS ou le CDO tous les jours. Or, les modèles sont tellement... on est en situation, comme le disait, d'incomplétude des marchés, donc ce n'est pas possible d'avoir un prix. Donc moi, je me demande comment peut fonctionner, Eliette, tu as peut-être des idées, une chambre de compensation sur des produits qui ne sont pas modélisables, sachant que le rôle de la chambre de compensation, c'est tous les jours de faire des prix et de se régler la différence. Donc je ne sais pas si vraiment, d'ailleurs, il y a une chambre déjà de compensation sur les CDS. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tu as une idée sur le... Ok, donc à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de chambre de compensation sur les CDS à cet instant donné. Premier message. Deuxième message, et très vite et sans avoir un discours compliqué, ce qu'on apprend en marché incomplet, c'est que le bid-ask dans l'instrument que l'on ne sait pas valoriser de façon unique devient plus grand par unité avec la taille de la transaction. C'est-à-dire que si je négocie 100 instruments, mon bid-ask est égal à 1. Si j'en négocie 100 000, mon bid-ask va être 100 fois plus grand. Quelle est la conclusion directe? C'est qu'on doit réduire la taille des transactions. Et c'est de la sagesse humaine élémentaire qui rejoint la théorie économique. Quand on ne sait pas valoriser, on échange peu d'instruments. Et donc, il devient désormais impensable d'avoir des trades énormes sur des CDS que l'on ne sait pas pricer. Puisqu'on est ignorant, on va réduire le montant de la transaction. Si vous prenez un appartement extraordinaire, avenue Foch, etc., pour lequel il n'y a pas un prix unique, vous n'allez pas en acheter 100 000 d'un seul coup. Vous allez en acheter un. Sur les CDS, comme nous ne savons pas établir un prix unique et que nous reconnaissons ne pas le savoir, nous recommandons une modestie dans la taille des transactions pour les CDS qui seraient écrits sur un nom particulier. Alors à partir de là, les opérateurs de marché fonctionnent sous contrainte. De la même façon que sur les marchés organisés de futurs, on a des limites sur la taille des transactions. Là, on a besoin d'avoir des limites sur la taille des transactions, des instruments de crédit en particulier, qui ont démontré leur caractère nocif, même s'ils sont utiles. Je ferais juste peut-être 3 secondes finaliser ma réponse. Aujourd'hui, à l'autorité de contrôle prudentiel, qui est une autorité qui régule les marchés, on travaille sur des indicateurs micro de prévention du risque systémique. Et l'un des indicateurs qui nous aurait été très utile pour prévoir la dernière crise, c'est tout simplement le rapport entre, c'est le return on equity des activités de la banque. C'est-à-dire en fait le rapport entre son résultat
et le montant des fonds propres qui permettent ce résultat. Alors je vais vous donner quand même quelques exemples. C'est que depuis 2005, quand vous calculez, depuis même le début des années 2000, le ROE des activités de trading, vous trouvez des choses comme 400%. C'est-à-dire que le résultat de l'activité de trading est 4 fois égal aux fonds propres que vous allouez pour en fait la couverture de ces risques. Eh bien, si on aurait regardé les ROE des activités de trading, des activités de titrisation, on se serait aperçu quand même sur un plan micro qu'il allait se passer quelque chose. Et je voudrais quand même dire quelque chose ici, parce que quand vous avez un ROE qui est absolument incroyable, c'est que soit votre résultat, c'est-à-dire en fait le numérateur est surévalué, soit le dénominateur, c'est-à-dire le montant des fonds propres réglementaires, est sous-évalué. On est bien d'accord. Eh bien, c'est les deux, en fait. Le résultat est surévalué parce que la plupart de ces produits, je n'y reviens pas, sont valorisés au prix de modèle. Donc, en fait, vous faites le résultat que vous voulez et donc il est maximisé. Et deuxièmement, les fonds propres réglementaires, c'est quoi? Ils sont calculés sur la fameuse valuatrice, c'est-à-dire, en fait, la perte maximale à l'intérieur d'un intervalle de confiance donné. Eh bien, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres. La Société Générale, qui est une banque très bien, a 350 milliards, je le disais tout à l'heure, d'actifs de trading en fair value. 350 milliards. Ils calculent leur VAR un jour, c'est-à-dire en fait la perte maximale qu'ils peuvent perdre en cas de scénario défavorable, l'intervalle de confiance étant de 99%. Eh bien, je vous signale qu'ils trouvent, et c'est sur Internet, 40 millions. Sur 350 milliards d'actifs, ils disent qu'ils ne peuvent perdre, avec 1% de proba, plus que 40 millions. Alors vous dites, attendez, vous foutez du monde. Donc quand vous faites le ROE, puisque à partir de cette VAR, on calcule des fonds propres réglementaires, en effet, vous trouvez des chiffres absolument merveilleux. Le problème, c'est que la VAR dépend, l'input, c'est la matrice de covariance. Quand vous avez des centaines d'actifs, eh bien, évidemment, selon les coefficients de corrélation que vous mettez à l'intérieur, vous obtenez un peu la VAR que vous voulez, et tout ça est invérifiable. Vous leur dites, attendez, là, vous avez rentré que que la corrèle entre le blé et le yen était de plus 0,9, et moi, j'ai trouvé moins 0,8. Ah bah oui, mais sur 3 ans et demi, avec une donnée relevée tous les 2 heures un quart, j'obtiens ça. Et moi, je dis, ah oui, mais sur 5 ans, avec une donnée par jour, j'obtiens l'inverse. Ah oui, mais qui a raison, monsieur? Kerviel, c'était 6,25 billions d'euros quand même, par rapport à 40 millions, par rapport à une VAR à 40 millions. Voilà, ça sont des indicateurs micro qui sont assez puissants pour contrôler les risques et de prévention d'une nouvelle crise. Pour compléter peut-être ces réponses et aller dans votre sens, mademoiselle, vous évoquez le rapport Vickers. Okay. Il me semble que le rapport Vickers laisse, comme toutes les questions d'ailleurs autour de la séparation des banques d'affaires et des banques de détail, laisse tout à fait irrésolue la question de l'aléa moral. La question de l'aléa moral, c'est-à-dire celle de too big to fail. Et je rejoins là Eliette. En disant, attention, ne faut-il pas compléter les recommandations des rapports, comme le rapport Vickers, d'une exigence d'une taille maximale pour les banques d'investissement et d'un lien fermement établi et contrôlé entre les banques d'investissement et les banques des détails, étant entendu que je ne crois pas, il ne me semble pas, qu'on puisse les séparer complètement. À un moment ou à un autre, il faudra quand même que le lien existe. En tout cas, le problème de l'aléa morale est absolument entier, c'est-à-dire lorsqu'une banque doit faire faillite, doit-il y avoir un prêteur en dernier ressort, dans la mesure où en plus les banques étant parfaitement internationalisées, la faillite d'une banque américaine ou d'une banque anglaise peut parfaitement avoir des conséquences tout à fait dramatiques sur le système bancaire d'autres pays. Alors Eliette doit nous quitter parce qu'elle a un avion pour Londres, donc je vais laisser Eliette conclure si elle veut ajouter un petit mot. Non, je voulais juste... Et nous, un bateau pour... pour Tombouctou. On essaiera de prendre l'ascenseur, c'est pas toujours facile. Hein. Je gère mes risques, donc je vais à Londres en avion versus prendre un bateau qui peut-être n'arrivera jamais. Et puis le tunnel, c'est insupportable pour mes oreilles, surtout. En tout cas, j'ai été très heureuse de participer à cette table ronde, très heureuse d'écouter mes collègues brillants, et puis j'espère que nous nous reverrons dans cette école ou ailleurs. À bientôt. Merci beaucoup, Eliette. Avant de prendre l'ascenseur, Jean-Marc, tu souhaites ajouter quelque chose? Je vais prendre mon courage à deux mains pour prendre l'ascenseur. Et non, ce que je voudrais dire pour conclure, je crois qu'on a évoqué beaucoup de choses. Il y a dans cette situation dans laquelle nous sommes, je crois que le mot crise, enfin, je ne veux pas trop lancer le débat ni faire de l'étalage de pédanterie, mais le mot crise en économie a été utilisé pour la première fois par quelqu'un qui s'appelait Sismondi. Et il disait, pour sortir de la crise, il y a 3 solutions. Il y a la solution des Sybarites, la solution des Égyptiens et la solution des Athéniens. Alors, comme plus personne ne sait ce que c'est que des Sybarites,
Alors les Sybarites, c'est des gens qui vivent bien, donc c'est la relance par la consommation, en langage keynésien moderne. Les Égyptiens, c'est la relance par les grands travaux, et les Athéniens, c'est la relance par l'intelligence. Alors moi, je choisis la troisième solution, mais je dois dire que apparemment, c'est assez difficile à mettre en œuvre au plan politique. J'ai une proposition qui dure 3 secondes et je ne comprends toujours pas où est l'inconvénient de sa mise en œuvre. C'est si on veut faire baisser les taux d'intérêt long terme pour essayer de faire un peu redémarrer l'économie, l'Italie emprunte à 7%, l'Espagne à peu près la même chose, la Grèce à 2 ans à 200%. Pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne, plutôt que de racheter des trucs, ou le F machin là, avec ses quelques 1000 milliards, ne décide pas de garantir, avec des mesures évidemment structurelles assorties, tous les emprunts d'État détenus par les investisseurs? Tous les taux d'intérêt deviendraient des taux d'intérêt sans risque, on serait de nouveau à quelque chose comme 3%. Et donc en fait l'idée c'est simple, c'est une phrase de M. Mario Draghi: je garantis tous les titres d'État détenus par les investisseurs. Je n'arrive pas à voir où est le problème. Oui. Plusieurs éléments de conclusion. Effectivement, Jean-Marc Daniel rappelait fort opportunément que pour la première fois que le mot crise a été utilisé dans la littérature économique, c'est par Sismondi. Mais n'oublions pas que le mot crise vient du grec krisis, krinein, et c'est un terme médical. Et dans la médecine grecque, la crise était accompagnée automatiquement de sa résolution, c'est-à-dire effectivement des propositions de sortie. Alors, premier élément, nous ne sommes pas en médecine, peut-être hélas, et effectivement, nous n'avons pas non seulement un diagnostic commun, mais hélas, des instruments communs de résolution. Deuxièmement, Eliette nous a donné rendez-vous qu'elle espérait nous revoir. Mais moi, j'espère que nous ne nous reverrons pas, parce que si nous nous revoyons, ce sera probablement pour une 3e édition sur la crise. Outre que vous ne serez peut-être plus là, ce sera un autre auditoire. On commencera peut-être à en avoir un peu assez de parler de la crise. Il faudrait peut-être parler de la croissance et de choses beaucoup plus positives. Non simplement pour finir sur une note peut-être tout petit peu moins humoristique. D'abord, je me demande s'il ne faut pas, de toute façon, dans les voies de sortie de crise, distinguer ce qui peut être du court terme, ce qui peut être du long terme. Le court terme, c'est l'urgence. Alors effectivement, on a tous tapé, on a eu raison sur les agences de notation qui n'ont rien vu venir, qui n'ont rien su faire. Mais hélas, pour l'instant, les agences de notation font un peu la pluie et le beau temps, puisque c'est elles qui décident. On a quand même le Trésor français, par jour ouvrable, fait l'aumône, enfin demande l'aumône au marché de 1 milliard d'euros par jour. Il faudra bien que ce milliard il vienne de quelque part. Donc à un moment ou à un autre, il faudra peut-être des solutions de très court terme qui frappent les marchés, et puis accompagnées évidemment de solutions de très long terme. Ça, le découpage n'est pas facile à faire, mais je crois qu'on ne pourra pas passer par d'autres voies. Alors, un découpage de très court terme contre très long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mesures très symboliques. Parfois, je crois que la parole et le symbole dans ces affaires sont très importantes. Je pense par exemple des annonces très clair qu'un certain nombre de pays puissent décider d'organismes en commun, des organismes budgétaires, peut-être une annonce d'éléments comme une véritable défense européenne qui nous ferait faire des économies dans des postes qui pour l'instant ne sont pas extrêmement productifs. Je crois que là, il y a des pistes à creuser. Donc encore une fois, entre des mesures peut-être symboliques, mais qui frapperont les esprits, frapperont les marchés, et permettront que la crise actuelle ne se fasse pas systématiquement dans l'urgence, car toutes les solutions adoptées jusque-là, comme le rappelait Didier tout à l'heure, sont dans l'urgence. Et enfin, pour terminer, je crois qu'effectivement, toute organisation européenne multipolaire, avec des centres de décision parfaitement éclatés dans différents pays, est une organisation extrêmement difficile à maintenir, peut-être même à conserver, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Merci Philippe. Alors je vais passer passer bien volontiers la parole, quasiment pour terminer, à notre directeur général Pascal Morand, qui, faut-il le rappeler, est professeur d'économie. Et qui vous a écouté, donc avec plaisir. Moi, je voudrais d'abord remercier Philippe Thomas très chaleureusement d'avoir eu l'idée de cette conférence, de cette seconde édition, et de l'avoir organisée. Et puis mes collègues qui ont tenu des propos, dont vous serez tous d'accord avec moi, pour dire et considérer qu'ils sont absolument passionnants. Je voudrais faire 2 remarques. La première, très, très brève, parce que je ne vais pas revenir sur les questions de fond, mais sur un sujet qui me tient à cœur, qui rejoint ce que tu as dit, Philippe, sur la notion de zone monétaire optimale. Nous ne sommes toujours pas une zone monétaire optimale, mais on sait bien que lorsque la mise en place de l'Union économique et monétaire a été décidée, elle relevait d'un deal politique, unification de l'Allemagne, l'acceptation de l'unification de l'Allemagne contre... en échange, comme gage d'engagement d'Allemagne, l'acceptation de l'euro, à laquelle l'Allemagne n'était pas nécessairement favorable au départ, et que
Donc en écho, donc ce que je voudrais dire, je vais le dire en écho à ce qu'a dit Philippe et également à ce qu'a dit Jean-Marc. Il y a un problème qui me paraît important et dont on ne parle pas, peut-être pas suffisamment ou pas tellement aujourd'hui, qui tient, mais tu en as parlé Jean-Marc, au différentiel d'inflation qu'il y a eu dans les différents pays. Si on regarde le cas de la Grèce aujourd'hui, les prix grecs ont augmenté, notamment les prix de production, à un rythme de 30% plus élevé que les prix allemands et de 20% plus élevé que les prix français. Quand en plus la valeur de l'euro est élevée, donc après les choses peuvent bouger, mais enfin quand même, évidemment, on imagine bien que ça pose des problèmes de compétitivité extrêmement cruciaux. Il faut avoir un grand degré de compétitivité hors prix pour pouvoir surmonter ça. Et ce n'est pas tout l'outsourcing et l'offshoring possible dans les Balkans, ce que font les Grecs, qui peut permettre de préserver les choses et de retrouver une forme de compétitivité. Donc dans ces cas-là, c'est le risque, c'est ce dont parlait également Jean-Marc, c'est la déflation. C'est la déflation, ou alors c'est un scénario argentin, mais qui pose de nombreux problèmes politiques. Et la déflation, dont beaucoup de responsables, et l'immigration, dont nombre de responsables non politiques grecs, les grands experts grecs, disent que ce n'est pas pour autant une mauvaise solution, parce que ça peut remettre les choses d'équerre, et ça permettra de contrôler ce que sont susceptibles de faire, ce qu'est susceptible de faire l'État, et ce qu'ont susceptibles de faire les pouvoirs publics grecs, quelle que soit leur nature politique, ce qui évoque la phrase d'un grand gouverneur de la Banque centrale qui était Guido Carli, qui est resté à la tête de la Banque centrale d'Italie aussi longtemps qu'Edgar Hoover au FBI, ou presque, non, je crois à peu près la même chose, référence actuelle, et qui disait il faut mettre les États en cage. Voilà. Donc après, on peut militer sur tout ça. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ma première remarque. Ma deuxième remarque, elle porte plus sur le propos et sur ce qu'il signifie, sur ce dont il témoigne. Et je pourrais juste la résumer en posant une question. Finalement, quel est aujourd'hui le rôle des intellectuels ? Et quel est le lien entre les intellectuels et la politique ? Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, et ce qui est, je suis un peu de parti pris, mais formidable, pas seulement ici, mais je dirais particulièrement dans cette école, c'est que dans un monde qui manque tellement de repères, avec des mots un peu tendance comme ça, alors on entend partout, dette souveraine, triple A, on en finirait presque par oublier l'andouillette. Règle d'or aussi, règle d'or, golden rule, ça sonne bien. Eh bien, on est avec des schémas réducteurs et sachant qu'on sait très bien que les dirigeants d'entreprise se posent beaucoup de questions autour de tout ça, et notamment sur les normes IFRS, et quant aux décideurs politiques, ils peuvent manquer de paramètres, pas nécessairement de points de repère, mais il faut aller très vite et prendre des décisions très vite. Et comme le disait également Jean-Marc, eh bien, il y a d'autres pays ou d'autres régions du monde où il y a plus de liens de dialogue et d'influence, on va dire, des académiques sur la vie politique. Mais je crois qu'en Europe, et je pense qu'on contribue à ça, les choses sont en train de changer et que la vie intellectuelle a lieu de plus en plus dans des établissements comme le nôtre, dans des écoles comme le nôtre, des institutions comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que les vies intellectuelles gravitent largement aujourd'hui, bien sûr, autour des problèmes, d'enjeux qui restent absolument fondamentaux, tels que les droits de l'homme, sur lesquels on a d'ailleurs aussi des choses à dire, mais aussi sur des questions économiques, et qui peuvent leur être également liées et relèvent d'autres paradigmes. Or, pour comprendre aujourd'hui l'économique et pour comprendre la politique économique, on ne peut pas se contenter de connaître un domaine. Il faut bien sûr comprendre l'économie, il faut comprendre la politique, il faut comprendre l'histoire, le traité de Versailles, le traumatisme de Sedan, etc., etc., toutes ces choses-là. Et ça a été évoqué autour de cette table. Mais il faut aussi comprendre la finance, il faut aussi comprendre la comptabilité, la sociologie. Et il faut pouvoir marier, il faut pouvoir se parler et marier ces différentes disciplines. Et quand on ne fait pas ça, le problème, c'est que les recommandations qui sont faites sont des recommandations qui peuvent donner lieu à une certaine technicité, qui peuvent permettre de glorifier une certaine vanité, on va dire, pas ici, nécessairement ailleurs, mais enfin, il peut y avoir une propension comme ça, à travers un discours scientifique et des préoccupations de politique économique qui paraissent pertinentes. Mais le problème, c'est d'échapper à l'archétype. Voilà, d'échapper à l'archétype, ou pire même, au stéréotype. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce débat est absolument exemplaire sur le rôle de l'école, sur le niveau de ses professeurs, bien évidemment, sur la dimension aussi éthique qui est prise en compte
dans ces enseignements, bien au-delà d'une rustine qui serait simplement un cours d'éthique de 15 heures glissé ça et là pour pouvoir en faire état auprès de nos propres agences de notation. Voilà, parce qu'on en est tous là, les business schools également. Et je vois ce débat aussi, pas seulement parce que c'est une deuxième édition, et votre présence comme un signe absolument formidable de notre engagement. Et il faut maintenant aussi que vous nous aidiez. Je sais que merci au partenariat et à la Revue Banque d'être avec nous sur ce projet, et aux journalistes d'être renommés, d'être présents ici, nombreux, à faire avancer ces idées. Et nous, en tout cas, on est prêts à avancer avec vous pour aller de l'avant et apporter une contribution concrète à la sortie de crise, à travers, vous l'avez entendu, des décisions qui peuvent être aussi des décisions concrètes. Et quand on parle de la responsabilité des écoles de management, c'est ce que j'entends, c'est ce que nous entendons par responsabilité des écoles de management. Le problème n'est pas dans la nostalgie et dans la plainte du passé. Le problème, c'est dans le fait d'avancer, de dialoguer, d'avoir un esprit ouvert, curieux, d'avoir le respect de la culture, tout en ayant le respect de la technicité, d'avoir le respect de la technicité comme le respect de la politique, et d'avancer ensemble. Écoutez, merci encore de votre attention. Merci beaucoup, Pascal. Je vous remercie tous d'avoir assisté et participé à cette conférence. Encore une fois, merci à la Revue Banque de nous avoir accompagnés. Merci de votre attention et merci bien sûr à mes collègues, y compris à Eliette qui est dans l'avion désormais. Merci beaucoup, bonne fin de journée.